Alors, j'avais prévu de commencer cette intervention très simplement en vous disant qu'il peut paraître extrêmement surprenant d'aborder les conflits d'intérêts privés sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme, mais j'ai l'impression que ça ne surprend plus personne, puisque, monsieur le professeur, vous avez mis les deux pieds dans mon plat. Donc, quand même, la Convention européenne, c'est un traité international et théoriquement, il ne devrait chapeauter que les États et les personnes relevant de sa juridiction. D'ailleurs, l'action qui se déroule devant la Cour européenne oppose un requérant individuel à l'État. Donc, on s'attend à identifier des conflits entre l'intérêt général avancé par l'État et l'intérêt privé invoqué par un individu, un requérant individuel. Et pourtant, on affirme qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de connaître ses origines, mais qu'il peut être dans l'intérêt de la mère de préserver son anonymat et donc sa vie privée, qu'il est dans l'intérêt de l'entreprise que l'employeur exerce son pouvoir de surveillance, mais qu'il est dans l'intérêt du salarié de développer une vie sociale privée au travail. Ces conflits d'intérêts privés masquent en vérité des conflits portant sur l'exercice des droits fondamentaux. Aussi, les conflits d'intérêts privés peuvent révéler en vérité des conflits de droits fondamentaux. La liberté d'expression peut malmener le droit à l'honneur, le droit à l'information peut entacher le droit à la vie privée. Dans ces hypothèses, il faut rapprocher l'intérêt du droit subjectif lui-même, de l'intérêt juridiquement protégé comme élément constitutif du droit, pour reprendre tout simplement le vocabulaire cornu. Par ailleurs, l'intérêt général n'est pas absent de ces conflits d'intérêts privés, car ils peuvent s'inscrire au cœur d'une politique législative élaborée afin de les arbitrer. Le sujet n'est donc pas si simple que ça, et l'intérêt collectif, c'est-à-dire le vôtre, à cette heure de la journée, pourrait être malmené. Donc, il faut rationaliser le propos en identifiant les différentes configurations de conflits d'intérêts privés sous l'angle de la Convention européenne. Cela est très important parce que la méthode mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme afin de résoudre le conflit ne sera pas la même selon la nature de celui-ci. Or, comme la forme n'abandonne jamais parfaitement le juriste, il semblerait que l'on puisse identifier deux catégories de conflits, ce qui va me simplifier la vie. Alors, soit par un fait juridique ou un acte juridique, une personne privée affecte le droit fondamental d'autrui. Par exemple, le règlement intérieur d'une entreprise entend limiter le droit à la liberté religieuse d'un salarié. L'agissement privé est alors vecteur du conflit d'intérêts et il convient d'envisager l'effet horizontal de la Convention européenne des droits de l'homme. Soit l'État a élaboré une législation permettant à une personne privée de limiter le droit fondamental d'autrui. Par exemple, en permettant l'accouchement sous X, le droit au respect de la vie privée de la mère est privilégié sur le droit de l'enfant à connaître ses origines. Ici, c'est le droit national qui est au cœur du conflit d'intérêts privés. Ce sont c'est cette distinction que je vais aborder avec vous. Alors tout d'abord, l'agissement privé, vecteur du conflit d'intérêts. A priori, le contentieux relatif à l'agissement privé à l'encontre des droits de l'homme semblait devoir échapper à la Cour européenne des droits de l'homme puisqu'elle ne peut connaître que des requêtes dirigées par un requérant individuel contre un État, enfin si on accepte les requêtes interétatiques. La Cour a surmonté cet obstacle en usant d'un mécanisme qui est le mécanisme de l'effet horizontal. Il suggère que les dispositions de la Convention obligent non seulement les organes de l'État, mais également les personnes privées dans leurs rapports interindividuels. Devant le juge strasbourgeois, l'effet horizontal est indirect puisque le lien interpersonnel n'est envisagé qu'à travers le rôle de l'État dont la responsabilité internationale peut être engagée. Alors, cela pose évidemment un problème d'imputabilité de la violation. L'effet horizontal est bien évidemment beaucoup plus aisé à mettre en œuvre devant les juridictions nationales en mobilisant très simplement l'effet direct des droits définis par la Convention. Voyons tout d'abord l'imputabilité de la violation à l'État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, comme le temps de la contribution nous est compté, je
prendrai la liberté d'avancer à travers un exemple. Et j'ai de la chance, puisque la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre probablement un de ses arrêts les plus clairs au sujet de l'effet horizontal, et il concerne un employeur et un salarié. Alors, il s'agit de l'affaire Barbulescu contre Roumanie, qui a été rendue en grande chambre le 5 septembre dernier. Alors, en l'espèce, M. Barbulescu a été licencié après avoir utilisé durant son temps de travail et à des fins personnelles la messagerie électronique ouverte pour ses missions professionnelles. Alors, l'employeur, qui a enregistré et imprimé toutes ces communications, s'est ingéré dans son droit à la vie privée au respect des correspondances afin de garantir l'intérêt d'un bon fonctionnement de l'entreprise. La Roumanie est condamnée sur le fondement de l'article 8 parce qu'elle n'a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Deux questions se posent. Quel est, du point de vue de l'État, le fondement de la violation qu'on lui impute ? Première question. Et comment l'État peut-il respecter l'équilibre entre les différents intérêts privés en présence ? Tout d'abord, le fondement de la violation. L'État peut être condamné pour la violation d'une obligation positive qui se traduit fréquemment par la défaillance du juge national. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme met à la charge des États des obligations négatives, impliquant de ne pas limiter indûment les droits fondamentaux, et des obligations positives, imposant aux États d'agir pour les réaliser, pour les protéger. La théorie des obligations positives nourrit l'effet horizontal. En effet, il peut être reproché à l'État de ne pas avoir pris les mesures adéquates afin d'éviter que les atteintes individuelles soient portées aux droits garantis par des personnes privées. Alors, je prendrai deux exemples dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont rigolos et pas rigolos. Le premier, c'est l'affaire Moreno contre Espagne, qui est une affaire de 2004, dans laquelle la Cour va reprocher aux autorités publiques de ne pas avoir pris de mesures efficaces afin de faire cesser les nuisances sonores causées par les boîtes de nuit de Valence et portant atteinte au respect du domicile du requérant. Dans l'affaire A contre Royaume-Uni, qui est une affaire de 1998, elle considère que le dispositif légal de l'État ne suffisait pas à protéger un enfant contre les châtiments corporels que lui imposait un proche. Donc on voit bien ici la recherche d'équilibre entre les intérêts. Cependant, il n'est pas toujours aisé d'imposer à l'État d'agir, particulièrement lorsqu'il n'existe pas de communauté de vues entre les États, en d'autres termes, lorsqu'il n'existe pas de consensus européen. Ainsi, dans l'affaire Barbulescu, la Cour remarque que les États européens sont rares à avoir, je cite, « encadré de manière explicite la question de l'exercice par les employés de leur droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance sur leur lieu de travail ». Donc la marge nationale de l'État, la marge nationale d'appréciation de l'État est ample quant au caractère normatif du droit élaboré. Elle n'est pas pour autant infinie, notamment parce que le juge national doit garantir l'équilibre entre les intérêts privés. Car c'est sur le juge national, finalement, que va reposer l'obligation positive. Dans l'affaire Barbulescu, la Cour constate que si l'intérêt de l'entreprise est de contrôler l'usage d'Internet, celui du salarié est de préserver son droit à la vie privée sociale, et le juge a pour devoir de ménager un juste équilibre entre ces deux intérêts antagonistes. La recherche de l'équilibre entre ces intérêts antagonistes. La recherche de cet équilibre, elle est très complexe. Elle est très complexe car elle s'appuie sur un contrôle de proportionnalité qui est spécifique. En effet, les agissements, les contrats, les règlements privés peuvent constituer des ingérences dans les droits fondamentaux d'individus, ingérences qui sont commises par des personnes privées. Ces ingérences, elles sont concevables à l'égard de droits et de libertés conditionnelles, droit au respect de la vie privée, droit à la liberté d'expression, liberté religieuse et d'autres encore, droit au respect de la propriété aussi.
Mais les recettes qui sont imaginées afin d'encadrer les ingérences de l'État, les recettes que l'on retrouve dans les fameuses clauses d'ordre public, dans les paragraphes 2 de l'article 8, de l'article 9, de l'article 10 notamment, ne sont pas applicables aux personnes privées. Ce sont des dispositions qui intéressent les États. La Cour européenne des droits de l'homme a donc privatisé le principe de proportionnalité. Il impose notamment aux institutions nationales de trouver un point d'équilibre entre les intérêts privés en conflit et de justifier des motifs qui peuvent conduire à faire prévaloir l'un sur l'autre. Et là, je suis bien obligée de l'admettre, encore faut-il identifier des critères permettant de parvenir à ce point d'équilibre. Et fort généralement, la Cour reste un peu trop vague. On a l'impression parfois d'être face à un contrôle au petit bonheur, la chance. Mais elle semble changer de méthodologie dans l'affaire Barbulescu, parce qu'elle propose de s'appuyer sur certains facteurs afin de vérifier si la balance n'a pas trop penché en défaveur du salarié dont le licenciement a été validé par les juridictions internes. L'information du salarié, l'étendue et la justification de la surveillance, le degré d'intrusion dans le droit, les conséquences de la surveillance, ce sont des arguments qui vont la conduire à considérer que les juridictions nationales n'ont pas respecté ce juste équilibre entre les intérêts privés en jeu. Donc, une violation du droit au respect privé du droit au respect de la vie privée, de M. Barbulescu est imputable à l'État. Le rôle des juridictions nationales est donc fondamental. Et il faut bien le dire, si l'on se place du point de vue de la France, nos juridictions judiciaires sont fréquemment confrontées à ce type de conflit d'intérêts privés s'articulant autour des droits fondamentaux. Elles laissent alors produire à certaines dispositions de la Convention un effet horizontal direct, leur permettant d'être invoqués à l'encontre d'une personne privée, d'un fait juridique ou d'un contrat. Alors, le contentieux social est un exemple parmi d'autres, et d'ailleurs pas innocent que la France ait formulé une tierce intervention dans l'affaire Barbulescu, ça l'inquiète, mais plus largement, le droit des contrats, le droit de la responsabilité en matière de presse notamment, présente de nombreux exemples de conflits. Alors, le juge, lui aussi, procède à un contrôle de proportionnalité privatisé, afin de juger des équilibres en présence, afin de déterminer si une clause contractuelle est trop attentatoire à un droit, si un article de presse justifie une atteinte à la vie privée. Si une violation est imputable, elle le sera directement à l'encontre de la personne privée. Alors, une petite précision, en général, le contrôle de proportionnalité privatisé opéré par le juge français ne s'appuie pas sur une norme nationale. D'ailleurs, l'article 1102 du Code civil a été escamoté juste avant la réforme définitive des contrats, et on ne retrouve pas trace de ce principe de proportionnalité privatisée dans le nouveau droit des contrats. C'est un peu différent en droit du travail, précisément parce que le Code du travail dispose d'un article qui est l'article L1121-1 et qui sert de fondement au principe de proportionnalité privatisée en permettant aux employeurs de restreindre les droits des personnes et les libertés individuelles et collectives lorsque la mesure est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. C'est très clair. Le législateur français remplit finalement ici une obligation positive et il ne nous reste plus qu'à nous assurer que cette norme n'affecte pas trop l'intérêt de l'un au bénéfice de l'autre. Il me reste 2 minutes. Oui. 1 minute et 20 secondes. Effectivement, comme je vous le disais en introduction, le droit national peut être au cœur du conflit d'intérêts. Le juge, effectivement, n'est pas le seul à trancher des conflits d'intérêts privés et le législateur peut en être l'arbitre. Il peut élaborer un droit national cherchant à concilier les conflits d'intérêts privés. Ce droit peut aboutir à privilégier l'un sur l'autre au risque de porter atteinte aux droits garantis par la Convention. Cet arbitrage est placé sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui va finalement, ici, évaluer si l'intérêt général justifie de privilégier tel ou tel intérêt privé. Alors, la nature du contrôle est différente.
Pourquoi ? Parce que c'est un contrôle qui redevient parfaitement classique. Il ne s'opère plus par l'intermédiaire de l'effet horizontal, il ne s'opère plus par l'intermédiaire de l'obligation positive, dans la mesure où on a déjà une action de l'État qui est en cause. Et finalement, la Cour va vérifier si cette action a porté trop lourdement atteinte à un intérêt. Et c'est finalement ici une balance entre l'intérêt légitime sur lequel s'appuie la législation nationale, sur lequel se fonde l'action de l'État, et un intérêt privé qui est en cause. Alors je crains de ne pas avoir le temps de présenter l'exemple, sauf si vous m'accordez 5 minutes. Non. Non. Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, je ne vous parlerai pas de l'accouchement sous X, c'est dommage, c'était bien intéressant. Je vais me contenter d'une petite conclusion, de vous renvoyer à ma contribution écrite. Je vais simplement vous dire que finalement, toute loi nationale qui tente de concilier des intérêts privés, c'est-à-dire finalement presque tout le droit privé, presque, peut être envisagée sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui me conduit à affirmer qu'il est dans l'intérêt de tous les étudiants que nous développions l'enseignement de la Convention européenne des droits de l'homme de manière proportionnée, bien sûr, c'est-à-dire sans nuire aux intérêts des enseignements de mes collègues. Je vous remercie.